Pourquoi c'est difficile d'avoir accès à un crédit? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission FM Économie, à notre rendez-vous de tous les lundis. Aujourd'hui, c'est le sujet qui nous tient à cœur puisque vous le savez, c'est justement quelquefois difficile, mais entre guillemets, comme vous l'avez vu dans le thème de cette émission, d'avoir accès au crédit. Pour en savoir un peu plus, nous avons sur ce plateau un praticien de Troyes, Pierre-David Fidami. Bonjour. Bonjour Monsieur Patrick. Justement, pourquoi cette difficulté d'avoir accès à un crédit? Est-ce que vraiment il y a difficulté? C'est la question que se pose. Justement, c'est pourquoi le mot, entre guillemets, difficulté. Pourquoi? Je ne parlerai pas de difficulté, mais je parlerai de manque de connaissances autour du crédit. Parce que le crédit, bien que les institutions de crédit existent depuis très longtemps, ils se sont renforcées vers le début des années 2000, le crédit reste encore assez utopique, notamment avec les mauvaises expériences de certaines institutions ici. Donc, c'est ce qui crée une certaine psychose. En réalité, c'est que les personnes ont peur du crédit, que les crédits ont peur des personnes. Parce que actuellement, il y a en place des institutions financières qui sont capables de financer n'importe quel type de personnes. Les microfinances et consorts. Et les banques. Oui. Vous avez des microfinances qui mettent en place, un peu comme Finca, qui mettent en place le village banking, qui permet des personnes qui se retrouvent ensemble de prendre un crédit solidaire et qui repayent, même à de petits montants. Et donc, je ne dirais pas que c'est difficile, mais je parlerai de manque de connaissances autour du crédit et surtout la peur. Justement, pourquoi les gens n'ont pas connaissance du domaine de crédit? Puisque je pense qu'en RDC, vous savez qu'on vit au taux du jour, plusieurs personnes ont besoin d'investir, mais ils ne savent pas où avoir l'argent. Pourquoi justement il n'y a pas cette connaissance-là sur ce qui concerne le crédit? Vous savez que le taux de bancarisation aujourd'hui, il frôle à peine les 10%. Sur une population d'environ 70 millions de personnes, vous calculez 10%, ça veut dire qu'il y a une grande partie de ces personnes qui sont loin du système financier et donc qui n'ont pas accès au crédit des institutions financières. Ces personnes recourent, ils obtiennent des crédits, mais ils obtiennent des crédits qu'on peut appeler Banque Lambert, par exemple, ou certains d'autres crédits informels. Et là, on parle des crédits formels, ça veut dire émis par une institution qui a l'agrément pour faire ce crédit-là. Et il y a une certaine psychose. J'ai été conseiller de clientèle entrepreneur. Dans mes tâches, j'avais la responsabilité, effectivement, de constituer un portefeuille crédit, donc de faire une recherche des clients, leur proposer des crédits. Et il y avait vraiment je peux constater qu'il y avait une certaine psychose. Les personnes ont peur. Mais pour parler du crédit, il faut parler en deux aspects importants. Le point de vue banque et le point de vue microfinance. Ou même coopérative de crédit. Oui. Voilà. Ce sont aujourd'hui les trois organes du moins agréés par la Banque centrale, le régulateur, pour pouvoir octroyer les crédits. Donc vous avez les coopératives de crédit et d'épargne, vous avez les institutions de microfinance instituées par la loi de 2011 et enfin les banques instituées par la loi bancaire de 2002. Et donc c'est comme ça. Du point de vue de banque, on peut parler réellement de difficultés. C'est logique de parler justement, de difficultés. C'est à ce niveau-là qu'il y a difficulté. Oui, il y a difficulté à cause des conditions pour l'octroi du crédit. Mais la difficulté se présente de deux côtés. Il faut voir la difficulté sous deux angles. Du point de vue banque et du point de vue client. Je vous laisse choisir de quel point de vue on va commencer. Mais oui, parlons principalement de clients, puisque c'est plus la population qui a besoin d'avoir accès au crédit, mais il se voit souvent buter au refus. Mais pourquoi justement? Du point de vue client, il y a un problème de structuration, un problème juridique. Nous avons essentiellement, je voudrais souligner ce mot, essentiellement. J'aurais pu l'assimiler à quasiment, mais je préfère choisir essentiellement. Nous avons essentiellement des banques commerciales en RDC. Il n'y a pas de banque investissement. Et c'est que, en règle générale, on ne finance pas de start-up. Pour toutes les banques aujourd'hui, il faut avoir
au moins 6 mois d'activité dans un secteur bien déterminé, un secteur finançable, on va revenir sur la question. Et on va aussi revenir sur pourquoi on ne finance pas les startups. C'est aussi une question importante puisqu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en RDC. C'est une question très cruciale. importante, cruciale même pour le développement du pays. Et donc, je disais, il est important de financer. Maintenant, il y a un point de vue structuration. Cette structuration, c'est que tu dois avoir au moins 6 mois d'existence et avoir les documents légaux. Quels sont ces documents en général? Pour une personne, on parle d'un point de vue, commerçant, la personne commerçante. Parce que je peux obtenir un crédit en étant salarié. Ça, c'est assez plus facile. Il suffit que le salaire passe régulièrement dans une institution financière pour finir. On ne va pas aborder ce point de vue, on va aborder le crédit business. Et ces crédits business, avoir 6 mois, comme j'ai dit, avoir tous les documents légaux. Quels sont ces documents légaux qui viennent? Il y a un problème de structuration d'auto. C'est que les personnes ne veulent pas avoir les bons documents. Ce sont rares les clients qui possèdent tous ces documents, comme le registre de commerce, de crédit immobilier, qui te donne même ce statut de commerçant, cette reconnaissance de commerçant légal. Nous avons l'identification nationale, nous avons le numéro fiscal, l'autorisation d'ouverture et d'autres autorisations qui sont liées à un secteur d'activité bien précis. Quand on est une école, il faudra une autorisation, disons, du ministère de l'enseignement. Lorsqu'on est une pharmacie, la santé. Lorsqu'on fait les bâtiments, l'ITPR. Donc, il y a ces documents. C'est un peu ça. Les institutions financières ont le devoir de financer les personnes qui ont cette structure. Les banques, en général, qui ont une structure bien établie. Or, toutes nos statistiques économiques nous disent que 90%, 80% de l'économie de la RDC est informelle. Ce qui fait qu'il reste 20 à 10% simplement des personnes qui sont finançables. Donc, partons de ce point de vue, effectivement, on peut croire que c'est difficile. C'est que le premier pas à faire, c'est structurer une reconnaissance légale d'une activité. Mais est-ce que vous pensez que simplement le problème résulte du fait qu'on n'a pas tous les documents requis? Est-ce que c'est seulement ça le problème qui empêche à ce que l'on puisse financer ces structures? Donc, ou soit c'est seulement, on peut dire, la mauvaise foi de certaines banques? Pour entrer dans une banque, il faut avoir une clé. Et cette clé, c'est les éléments dont... Justement, est-ce que c'est le seul problème qui est à la cause de difficulté? Je ne veux pas parler des seuls problèmes, j'en viens avec mon raisonnement. Ce n'est pas le seul problème. Donc, le premier problème, c'est avoir une activité qui existe. Le deuxième point, avoir les documents nécessaires, les documents légaux nécessaires à cette activité. Le troisième point, c'est le point de vue rentabilité. C'est très important. Est-ce que ton activité est assez rentable pour supporter le coût d'un crédit? Cette question est très importante. Vous avez des institutions où le montant minimal pour le commerce, c'est de 10 000, le crédit qu'on peut donner. Certains, c'est 5 000. Ça dépend d'une institution, d'une banque à une autre. Parce que là, on parle spécifiquement de banque. Ça dépend d'une banque à une autre. Et donc, dans ce point-là, combien de commerces aujourd'hui ont la capacité de supporter un crédit de 5 000 $ comme montant minimum? Un crédit de 10 000 $. Deuxième point, la quasi-totalité des banques demandent d'avoir un certificat d'enregistrement. Mais pourquoi un certificat d'enregistrement? Parce que le crédit représente un risque. Et pour la banque, c'est pourquoi on peut parler, c'est important de voir un peu le point de vue de la banque. La banque, lorsqu'il vous donne un crédit, il provisionne ce crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il prend une part. Ça veut dire quand il vous donne 5 000, il dit ok, je donne ce crédit, ça représente un risque. Bon, je prends 2% de 5 000, je mets ça dans un compte provision, que j'enlève de ma profitabilité. Voilà. Maintenant, les règles sur les provisions dépendent. Est-ce qu'il y a un certificat d'enregistrement? Donc, il y a une parcelle qui couvre le crédit ou pas? Est-ce que les garanties couvrent totalement le crédit ou pas? Sont rares ces personnes qui ont des garanties suffisantes. C'est qu'il fait que les banques sont obligées encore de provisionner davantage. Et pour provisionner moins, les banques exigent le certificat d'enregistrement. Il y a un autre problème qui est important, c'est qu'on n'a pas un registre d'identité nationale. C'est très important. C'est qu'aujourd'hui, je peux changer d'identité d'un jour à l'autre. Lors des prochaines élections, je me présente avec 2 témoins. Je dis que je m'appelle David Formidable
Tingandi. Mon nom va changer, effectivement. Il n'y a pas de registre d'identité. Le mouvement de la population est assez facile. Aujourd'hui, je quitte Kinshasa, je vais à Matadi, personne ne le saura, même pas le chef du quartier. Vous voyez toutes ces difficultés. C'est qu'aujourd'hui, les institutions bancaires ont besoin de mettre des garanties pour dire, mais cette personne peut fuir. Ils ont connu ça au début. Cette personne peut fuir. Comment je me garantis que cette personne peut fuir? Comment je veux garantir le risque de solvabilité de la personne, son prochain risque de liquidité? Sans oublier que nous sommes la RDC est classiquement considérée comme un pays à haut risque en fonction de toutes les fluctuations politico-économiques qui pourraient arriver, une économie tournée vers l'extérieur. Vous avez vu l'impact de la Covid-19, je préfère dire la Covid pour être conforme à l'Académie française, je crois. Et donc, lorsque on prend tout cela en compte, il y a ce côté risque de crédit qui est pris en compte par les institutions et qui, du point de vue client, dit que c'est difficile. Et donc, ça dépend de la structuration du pays. Justement, bon, si on voit les choses dans ce cadre, on a plus parlé du côté commerce, mais il y a d'autres types de personnes qui ont aussi besoin du crédit. Je prends un exemple d'un étudiant qui sort fraîchement de l'université et qui a un projet qui lui tient à cœur. Il se dit, bon, je dois trouver forcément un financement pour que je puisse mettre sur pied mon projet. Alors, une personne comme ça, qui n'a quasiment rien, voilà, il est juste comme ça, il vient solliciter un crédit. Alors, puisqu'il n'a aucun document, il n'a rien, donc on ne lui donne pas de crédit. Non, malheureusement. Je dis tantôt qu'on ne finance pas les startups en général. Justement, pourquoi on ne finance pas, puisque il y en a plusieurs. En fonction de tous les paramètres. Je vais dire aujourd'hui, c'est important de reprendre mes mots dès le départ. Il y a essentiellement des banques commerciales. D'où donc la nécessité de mettre sur pied, par exemple, une banque d'investissement. Notamment. La nécessité de mettre aussi peut-être, en maintenant les banques commerciales, ça s'appelle un fonds souverain, un fonds de garantie. C'est-à-dire, l'État congolais peut mettre, je dis comme ça, 10 millions de dollars, qui va permettre de financer les projets. Un fonds souverain. Il y a certains efforts qui sont faits par des personnes ou des organismes nationaux ou internationaux. Il y a ces efforts qui sont faits là, mais ça reste très peu. Et mettez-vous du point de vue banque, c'est très important, en considérant tous les risques que je viens d'évoquer. Oui. Le projet, il reste qu'un projet. Sa rentabilité est-elle nécessaire? Sera-t-elle avérée? C'est pas sûr. Est-ce que ce projet rencontre les critères d'un projet rentable? Est-ce qu'il y a un business plan établi? Combien de jeunes qui sortent de l'université savent faire un business plan, savent concevoir un projet et assurer la rentabilité? Mais déjà, c'est bien de dire que je veux faire une montre connectée, mais pour quel public, pour quelle personne, pour quel besoin et à quel prix? En considérant tous ces paramètres. Ce sont des genres de cours qui ne sont quasiment pas enseignés aux universités. Là, on va dans un autre débat. Mais justement, c'est aussi un problème. On va dans un autre débat, parce qu'effectivement, si vous voulez qu'on aborde la question, c'est très important d'aborder cette question de l'enseignement. C'est que nous avons connu la colonisation. Il ne faut pas oublier cette phase qui est très importante pour notre pays. Le colon a mis en place un enseignement pour permettre aux Congolais de travailler dans son administration. C'est cet enseignement qui est resté jusque-là. Aujourd'hui, il y a un gap, un écart considérable entre la vie professionnelle, ça veut dire le métier, et ce qu'on apprend à l'école. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises mettent en place certains programmes. De renforcement de capacité. Oui. Pendant la sélection, qui vont permettre aux candidats ou à l'ancien étudiant d'avoir les compétences nécessaires pour faire le travail qui est là. C'est très important. Aujourd'hui, je donne un exemple très important. Il n'y a presque pas un travail où on n'utilise pas le tableur Excel. Très important. Mais est-ce qu'il a appris à l'université le tableur Excel? Le cours d'informatique est donné comme ça. Mais tout ça mis en place peuvent occasionner ces difficultés. Mais on a beau modifier l'enseignement,
intéressant, tout le monde a la capacité de créer un projet. À partir du moment où ce projet a besoin d'un financement, le crédit sera refusé en fonction de tout ce que j'ai dit au préalable. La conception des risques, c'est très important de mettre en place ce genre de force. Vous avez des pays où pour étudier, on finance la personne un prêt étudiant, et après, il va rembourser quand il va travailler. Pourquoi en RDC, voilà. Oui. C'est parce que c'est facile de traquer cette personne. À sa naissance, il a un numéro de sécurité sociale. Avez-vous un numéro de sécurité sociale? Voilà. Il a un numéro spécifique qui l'identifie. Un numéro unique. Unique qui l'identifie. Il est connu. Tous ses déplacements, lorsqu'il prend l'avion, il prend le train, il paye ses billets, on peut retracer son mouvement. Est-ce que c'est possible ici? Lorsqu'il commet une infraction, on peut savoir il a commis telle infraction, il a été arrêté. Est-ce que c'est possible ici? Impossible de le faire en RDC. Il faudrait mettre en place effectivement, avoir des politiques étatiques nécessaires à ce besoin. Mais j'aimerais pas aborder ce point de vue économique. J'aimerais simplement rappeler les difficultés sur lesquelles les personnes vivent. Oui. C'est alors qu'il y a une petite solution qui vient se présenter, la microfinance. Et je pense que c'est le secteur, quoique je trouve à mon âme la vie un peu négligée, mais c'est le secteur le plus important en RDC. Parce que les microfinances ont récupéré, gèrent, financent les personnes exclues du circuit normal bancaire, pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est important d'avoir c'est aussi important d'avoir, il y a quelques conditions, avoir une activité qui utilise, mais maintenant, ils sont avec plus une patente, non? Avec une patente, par exemple, la maman qui vend, qui a une patente, qui vend à la rue, peut être financée par une microfinance. Et là, il se pose un problème important, l'éducation financière. Mais ces gens-là sont dans l'informel. Donc, comment, par exemple, être sûr que voilà, la personne que je finance peut rembourser à échéance? Il y a une difficulté. C'est le risque qu'acceptent de prendre le microfinance. C'est pourquoi il faut les féliciter. Les microfinances acceptent de prendre ce risque-là. En acceptant de ce risque-là, c'est pourquoi on peut considérer... Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, l'État devrait récupérer ce secteur-là? Puisque, par exemple, si on met beaucoup d'efforts... Non, mais l'erreur, c'est là. L'erreur, c'est simplement penser que l'État peut tout faire. Non, l'État ne peut pas tout faire. Non, mais simplement, l'État doit plus de 80% de l'économie nationale est tenue par ceux qui évoluent dans le secteur informel. Oui, si par exemple, ça veut dire qu'il y a assez d'argent qui échappe à l'État, qui échappe aux finances. Il est important de mettre en place des produits adaptés à ce genre de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les agents bancaires. Je travaille dans une institution qui a certainement le plus gros réseau d'agents bancaires dans ce pays. Agent bancaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui est là, c'est comme une extension de la caisse. Il a sa machine qu'on appelle un POS, où il peut prendre le dépôt des personnes ainsi que ses retraits. Voilà. Il faut donc développer des produits adaptés à la population. Je vous ai parlé du village banking, fort de mon institution, qui permet aujourd'hui des personnes dans une communauté, dans un quartier, de se regrouper. Prendre un crédit d'ensemble, chacun va prendre sa partie pour développer les activités. Et pour permettre le recouvrement, et tous, vu qu'ils se connaissent, ils se font le recouvrement et ils viennent payer ensemble. Vous voyez, c'est un produit adapté à la population. Qu'est-ce qui est adapté à nous? Par exemple, le contexte congolais, qu'est-ce qui pourrait être adapté à nous pour que ceux qui évoluent, par exemple, dans l'informel, de microfinances, par exemple, de micro-entreprises, par exemple, puissent aussi avoir accès à ce genre de crédit, par exemple, pour les institutions de microfinance? Oui, les institutions de microfinance ont effectivement développé plusieurs produits de crédit qui sont adaptés à ces personnes, qui permettent à ces personnes de se développer et que ces personnes finalement terminent dans les banques. C'est comme une pépinière. Justement. Je ne peux pas citer les noms, mais il y a plusieurs personnes qui ont commencé par la microfinance, qui se sont structurées, qui ont eu de l'éducation financière. L'éducation financière. Comment épargner? Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. La personne confond son capital avec son argent. Le capital est très important. On va faire un petit exercice avec vous. Je vends pour 1000.
je vends des bananes et j'ai 1000 $. Comment je veux faire pour que mes 1000 $ puissent augmenter? C'est très important. Je dois aujourd'hui comprendre c'est quoi le coût de la marchandise vendue. Voilà. J'ai acheté les bananes à 800 $, je les ai vendues à 1000 $. Le coût des marchandises vendues, c'est 800 $. Donc les 1000 $, j'enlève les 800 $, je mets de côté. C'est mon capital. Je reste avec le 200 $. Les 200 $ que je reste, je dois enlever mes charges. Payer l'État, les patentes, les consommateurs. Ce qui va rester là, après avoir tout payé, c'est ça mon bénéfice. Maintenant, la destination de mon bénéfice, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec ce bénéfice? C'est avec mon bénéfice que je dois prendre en charge les soins des enfants, le minéral, c'est avec ce bénéfice. Et là, je dois l'épargner. Bon, j'augmente mon capital. Si, admettons, le bénéfice c'est 200 $, je dis bon, 50 $, je l'ajoute à mon capital qui devient 850. Ou bien, je veux acheter une voiture. Accroître le chiffre d'affaires. C'est avec ça. Mais la confusion, effectivement, la personne pense que ces 1000 $, ça suffit. Il prend l'argent de ces 1000 $, il soigne son enfant, il fait. C'est que son capital diminue, il ne se rend pas compte. Et quelques années plus tard, c'est la faillite. C'est important d'avoir l'éducation financière, la capacité d'épargner, l'épargne, très important. Justement. Aujourd'hui, qui peut avoir accès à un crédit? Quel genre de profil qu'on peut avoir pour être en mesure d'être en possession d'un crédit? Et commerçant, celui qui fait des activités de commerce, c'est son métier. C'est ce qui découle de l'acte uniforme sur le commerce de l'OHADA. Donc à partir du moment où on est commerçant, donc il n'y a que des commerçants. Je rappelle que nous avons essentiellement des banques commerciales. Oui, effectivement, ces personnes-là. Et aussi les salariés, j'en ai parlé. Ça veut dire à partir du moment où je reçois un financement, ce sont en gros les deux catégories. Aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, un produit spécifique, par exemple sur le prêt d'étudiants, qui n'est ni salarié ni commerçant par exemple. Le financement des retraités, ça veut dire un retraité qui a un projet, est-ce qu'il peut avoir un financement avec sa retraite? Je pense que ça peut être possible. Mais essentiellement, il faut être commerçant. Donc aujourd'hui, tout celui qui est un jeune entrepreneur, une start-up, donc c'est mort, on ne peut pas avoir... S'il faut avoir du crédit, c'est qu'il essaye son activité pendant 6 mois lui-même. Donc il se bat avec les moyens de bord. Avec les moyens du bord, il peut avoir son crédit. Donc c'est mort, quoi. Donc, et j'invite les personnes à se tourner vers les microfinances, parce que les microfinances sont adaptées. Tu peux avoir 2000 $, 1000 $, 500 $, 6000 $, pour résoudre un problème. Je connais quelqu'un qui effectivement avait un cyber, il est parti dans la microfinance dans laquelle j'évolue. On l'a financé, il a pu acheter des machines, il a continué son activité. Donc l'épargne qui aurait pu lui prendre 8 ans ou 5 ans, il a pu avoir directement de l'argent et payer petit à petit. Donc je pense que les microfinances ne sont pas connues, il y a aussi une certaine peur, mais une fausse peur. La vérité, c'est que les microfinances... Mais est-ce qu'il ne faut pas vulgariser, par exemple? Oui, il y a des efforts qui sont en train de faire. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est même le comportement. Je pense que c'est le comportement qui noie. Il y a beaucoup de personnes qui prennent de l'argent et qui ne veulent pas rembourser. C'est quoi le risque qu'il court, par exemple, si il ne rembourse pas à échéance, soit il ne donne pas la totalité de l'argent, soit voilà, c'est quoi des risques qu'il court? Est-ce qu'il y a des risques sur le plan pénal? On ne peut pas normalement, selon la constitution de notre pays, mettre quelqu'un aux arrêts pour une dette. Premier point, oui. C'est constitutionnel. Mais il court quel risque principalement? Il y a des sanctions comme la mise à l'index. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire des opérations bancaires. Ses avoirs bancaires sont gelés. Il faudrait encore qu'il ait des avoirs bancaires. Justement. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut saisir, c'est bien. Mais il peut organiser son insolvabilité. Ou il peut, comme je l'ai dit, disparaître. Justement. Donc, lorsqu'on prend tous ces secteurs, il faut applaudir les microfinances, applaudir, les soutenir, les donner des subventions pour mieux faire. Il faut les applaudir parce que, imaginez-vous ce risque. Vous voyez, vous réveillez, vous financez des personnes ici que vous ne connaissez pas vraiment, mais vous espérez que ces personnes remboursent votre crédit.
Mais ce genre de comportement, cette activité a fait croître considérablement les personnes. Et c'est très important de considérer cela. Ok. Aujourd'hui, en quoi, par exemple, l'octroi des crédits aux ménages peut permettre le boom économique? En quoi cela peut être utile à l'économie nationale? Tant qu'on va donner de crédit à des personnes qui vont partir acheter à l'extérieur et revenir vendre ici, on n'aura pas un réel boom économique. Le réel boom économique, c'est financer la production locale. C'est à ce moment qu'on peut arriver. Financer la production locale. Regardez la plupart des activités économiques. Ce sont des services, ce sont des produits achetés à l'extérieur, vendus ici. Ça veut dire qu'il y a une devise qui va à l'étranger, oui. Logiquement. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est effectivement permettre qu'on puisse produire, financer les activités qui puissent produire ici, pour que cette production locale, on peut vendre et gagner des dividendes, des devises, anyway, et effectivement avoir ce boom économique. Oui, mais plus la plupart de ceux qui investissent, par exemple, qui sont des startups, tiennent justement, ils évoluent ils veulent valoriser l'économie nationale, ils essayent de tourner vers ce qui se passe ici sur le plan local. Je connais d'ailleurs une startup vraiment innovatrice, mais qui n'a pas pu avoir accès au financement parce que simplement, comme vous l'avez dit, on ne finance pas des startups. Est-ce que ce n'est pas vouloir une chose et son contraire? Non, c'est que la start-up doit un peu crever, permettez-moi le terme, avant de recevoir son financement. Et c'est très important de notifier cela. Il y a un problème avec les start-up, ça c'est en général, c'est est-ce qu'ils créent des produits qui amènent une valeur ajoutée, qui ramènent tout justement de la valeur, qui créent de la valeur. C'est important de prendre cela en considération. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des startups, en tout cas ceux que je connais, sont plus dans le digital, l'informatique. C'est très bien, ce sont les métiers du futur. Mais j'aimerais aussi parler des startups sur l'alimentaire, l'agriculture. Mettre en place de produits qui permettent un contrôle, un acheminement. Vous voyez, ça crée de la valeur. Et c'est important, et je ne fais qu'insister sur ce terme, créer de la valeur. Il faudrait effectivement qu'on puisse produire localement. Et cette production localement va permettre à l'économie de croître et ça va diminuer le risque inhérent à notre pays. Ça va faciliter les crédits. Ok. Une autre question. Vous savez que dans certains pays, l'on peut simplement vous financer en fonction de votre numéro de sécurité sociale. Tout simplement. Tout simplement. C'est fort. Moi, je pense qu'il faut... Puisque c'est une garantie. Oui. Il faut réfléchir à partir de la base. Dans certains pays, vous avez des fonds souverains en milliards de dollars pour financer les petites et moyennes entreprises. Il y a ce qu'on appelle, et c'est très important, à côté du crédit, le crowdfunding. Crowdfunding, ça vous permet aujourd'hui de mobiliser de l'argent sans passer par le crédit, par l'ouverture des capitaux par exemple. En fait, vous comptez le marché boursier. Le marché boursier sert à ça, à la fluctuation des capitaux. Vous voyez, quand une entreprise rentre en bourse, aujourd'hui, il permet à des personnes qui ne connaissent pas, des personnes, généralement ce sont des sociétés anonymes, c'est pourquoi ça s'appelle, des personnes qui ne connaissent pas, des personnes anonymes qui viennent prendre des parts, ils viennent avec de la liquidité, et cette liquidité permet à l'entreprise de fonctionner, d'évoluer. Vous voyez. Et donc, à côté de ça, ce sont des genres des éléments. Et je connais un ami, vous me permettez de citer son nom? Oui. Un ami junior, je ne veux pas vraiment citer son nom, je dis son prénom, parce qu'il y a beaucoup de juniors en moi. Il a pu créer une entreprise qui vend des poulets en passant par du crowdfunding. Ça veut dire qu'il a fait un appel à constitution de capital. Il a appelé des amis, ok, moi je veux créer mon entreprise. Venez, les gens sont venus, ils ont mis des capitales, l'entreprise a été créée. C'est un moyen alternatif aujourd'hui que peuvent faire les startups.
le crowdfunding. Comment faire du crowdfunding, comment avoir un business plan, comment expliquer son activité aux personnes pour qu'ils puissent mettre leur argent. Ça, c'est une autre question. Si vous m'invitez la prochaine fois, peut-être que je peux donner des éléments de réponse. Justement, donc toutes ces stratégies, c'est justement pour contourner les difficultés qu'on peut croiser en voulant solliciter un crédit à la banque. Avoir un départ. Et lorsque le départ est lancé, et lorsqu'on est structuré, on peut maintenant solliciter un crédit dans une institution financière pour... Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Est-ce que ce n'est pas aussi le taux d'intérêt débiteur, par exemple, qui peut aussi, par exemple, décourager ceux qui viennent solliciter du crédit? Est-ce que ce n'est pas aussi ça un autre élément? Lorsqu'on analyse dans le circuit en général formel et informel, les taux des institutions financières est très bas par rapport à celui que font les cambistes, par exemple, où c'est 50% généralement du montant prêté dans un délai très court. Donc, à partir de ce moment, il y a des personnes qui prennent cet argent, elles sont beaucoup ces personnes, et arrivent à rembourser et développer leur activité. Je peux considérer que le taux des institutions financières est faible. Mais lorsque j'ai un point de vue comparatif avec d'autres pays, je peux considérer que le taux de mon pays, il est cher. Mais il est cher pourquoi? Le taux est fonction de plusieurs paramètres. Notamment le risque. D'abord le taux directeur de la Banque centrale. Oui, ok. Si je peux appeler ça comme ça. Ouais. Appelons ça temporairement comme ça. Ça veut dire le taux de la Banque centrale. Après ce taux, il y a des facteurs risques qui rentrent en pays. Il y a le risque pays. Il y a le risque client. Il y a le risque produit. Il y a le risque lié à l'activité. Il y a le risque potentiel de non-remboursement. Il y a les risques liés à tous les démarches administratives importantes, la TVA et consorts. Donc ça veut dire tout ça, mais ça constitue un risque. Et le taux est fonction de ce risque. Le risque pays est très important dans notre pays, en fonction des éléments que je viens d'évoquer. Tant que ces éléments-là... Est-ce que je suis sûr que la personne que devant moi est réellement cette personne? N'est-il pas facile aujourd'hui d'avoir une carte d'électeur alors qu'on ne s'est même pas fait enrôler? N'est-il pas aujourd'hui facile d'avoir un permis de conduire sans qu'on se soit présenté, sans qu'on puisse identifier correctement la personne? C'est possible aujourd'hui d'avoir des documents d'une entreprise antidatés alors que cette entreprise n'a jamais existé? Il y a tout ce risque à prendre en compte. Donc c'est un travail de longue haleine, par exemple. C'est un travail de prendre en compte. C'est pourquoi... réduire le taux du risque pays. Oui, il y a beaucoup de choses à faire en interne, effectivement, pour réduire cela. Vous voyez par exemple... Le fichier national d'identité, je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a un décret, je crois que c'est un décret, qui vient d'être promulgué pour qu'il y aura maintenant un fichier national d'identité. Oui. Je crois que c'est déjà un point de départ intéressant. Très intéressant même. Maintenant, il faut que ça soit mis en place. Il faudrait que ce soit un canal avec les institutions. Il faudrait aujourd'hui qu'on donne le pouvoir au chef du quartier. Moi, je préconise que quelqu'un, avant qu'il déménage, il doit informer le chef du quartier. Avant qu'il arrive dans cette nouvelle maison, on informe le chef du quartier du nouveau quartier. Qu'on puisse contrôler les mobilités des personnes. Tout cela, lorsque c'est mis en place, c'est-à-dire que je peux traquer une personne. Ça veut dire que monsieur Patrick a habité à Bon-Marché, puis il est alimentaire, je peux le chercher rapidement. Et puis il a quitté le pays. Et mettre en place des personnes, lorsque une telle personne disparaît, on peut informer tous les services. On peut par exemple le bloquer à l'aéroport. Vous voyez la réflexion. Je vais peut-être à l'extrême, mais ce genre de choses doit être mis en place. Ça va réduire le risque inhérent à la personne. C'est très important. Justement. Mais vous voyez ça dans... Ça peut prendre combien de temps, par exemple, si on y travaille, puisque le problème, apparemment, il est profond. Ça peut prendre 50 ans. Tout comme 5 mois. Comme 5 mois. Qu'est-ce qu'il faudra, par exemple, pour qu'on y mette fin dans 5 mois, comme vous le dites? Vous savez, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les bureaux de crédit.
Et c'est un Camerounais qui m'expliquait cela. Il me dit, les bureaux de crédit servent à quoi? C'est qu'une personne, avant même d'avoir un crédit dans une institution, se fait enrôler dans ce bureau de crédit où il a une cote. C'est en fonction de cette notation faite par le bureau de crédit qu'on peut facilement financer les institutions, qu'on peut financer cette personne ou son entreprise par les institutions. Donc il y a un travail fait par le bureau de crédit qui analyse, qui a des antennes partout, qui vérifie, qui te donne un numéro, une notation. Lorsque tu es A, les banques prennent moins de risques. Donc, préalable, il faudrait que le bureau de crédit soit quelque chose de fiable. Donc, où réside de la confiance, du sérieux. Vous voyez, ce sont ce genre d'étapes qui peuvent aujourd'hui réduire ce risque pays. Ok, donc c'est une suggestion que vous faites oui, directement au pays. Et puis avoir la capacité d'identifier. Êtes-vous sûr que je m'appelle Pierre-David Fidami? Êtes-vous sûr réellement? Comment se prouve l'identité de quelqu'un dans ce pays? Il y a tout ce problème-là. C'est qu'il n'y a pas, et c'est là où l'informatique est importante, il n'y a pas cette connexité. Aujourd'hui, je peux commettre une infraction. Je vais au casier judiciaire, on va dire que mon casier est vierge. Vous voyez tout ce problème-là. Et lorsqu'on fait une analyse de crédit, je vous ai dit que j'étais analyste de crédit, lorsqu'on fait une analyse de crédit, c'est très 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 important de prendre en considération tous ces paramètres pour le client. Est-ce que le client a la volonté de payer? Est-ce que le client a déjà eu le crédit dans une institution comme il a payé? Et là, ça me pousse à parler de la centrale de risque. À côté du bureau de crédit, il y a la centrale de risque. C'est quoi la centrale de risque? Je vous dis déjà qu'elle existe. Mais c'est quoi une centrale de risque? C'est une plateforme, une base de données qui retrace les comportements des clients ou leur historique crédit eu dans plusieurs institutions. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle le risque de surendettement, ce qui est un problème. Qu'un même client prenne de l'argent dans plusieurs institutions afin qu'il soit incapable de payer. Ça existe cela. Mais maintenant, est-ce que c'est bien appliqué? Est-ce que toutes les institutions financières renseignent les informations? Il y a toutes ces questions qu'il faut réellement se poser. Bureau de crédit, centrale de risque, fichier national d'identité, je pense que ce sont les premiers pas. C'est très facile à mettre en place. Ce sont les premiers pas pour réduire le risque. Donc, rien qu'avec ça, déjà dans 5 mois, le risque pays déjà peut baisser d'un cran de pourcentage. Non. J'ai parlé de 5 mois pour mettre en place un registre d'identité. Ça peut être possible s'il y a beaucoup de volonté. S'il y a beaucoup de volonté. Okay. Beaucoup de volonté. Aujourd'hui, celui qui mais maintenant, il y a le risque pays, c'est aussi l'économie de notre pays qui est assez fragile. C'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on ne sait pas produire, s'il y a la Covid-52, on tombe encore KO. Okay. Parce qu'on achète ailleurs. Aujourd'hui, bon, disons, toutes les banques commerciales du pays sont gérées par la Banque centrale. Vous, aujourd'hui, Pierre-David Fidami, vous êtes nommé, par exemple, gouverneur de la Banque centrale. Quelle est la politique que vous compteriez, par exemple, mettre en place pour réguler les secteurs des banques? C'est une question difficile, surtout pour quelqu'un comme moi. Je suis juriste, effectivement. Je laisserai cette place où je me ferai accompagner des personnes qui ont de l'expérience en économie. Mais puisque justement, vous êtes dans le secteur bancaire aussi. Mais moi, mon apport serait de mettre en place un environnement juridique sain qui pourrait faciliter les choses. Par exemple, qui pourrait permettre aux institutions financières de facilement recouvrer. Il s'agit de ça. Lorsqu'il y a une difficulté de recouvrement potentiel, le risque augmente. C'est mettre en place ce genre de structure. C'est donner beaucoup d'importance au secteur de microfinance. L'encourager. Amener à ce qu'on appelle de l'inclusion financière et beaucoup d'éducation financière. Mettre tout ça en place
peut permettre de créer un certain boom économique. C'est très important. Le crédit, c'est très important. Les plus grands pays au monde développés sont parfois les plus endettés. Et être endetté, c'est un bon signe. Car on ne prête qu'aux riches. Justement. C'est un bon signe d'être endetté. Mais maintenant, avoir la capacité de payer relativement à notre endettement, ça c'est une autre question qu'il faudrait se poser. Et donc, mettre en place un assainissement juridique clair, efficace, renforcer le secteur de microfinance, l'éducation financière, une réduction des impôts. En fait, le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas faire ça naturellement, mais là je réfléchis à table de boxe. Oui. Réduire, ça veut dire assainir le caractère des impôts. C'est que avoir la politique des Chinois. Les Chinois, c'est très important. On prend petit, on a des petites marges, mais on écoule rapidement. C'est un peu ça. Ça veut dire mettre une fiscalité assez intéressante qui va pousser les personnes à dire, ah mais c'est pas beaucoup au départ, mais ça va permettre de collecter beaucoup d'argent et que ça soit facile. Aujourd'hui, les gens ont peur d'être dans le formel. Ils se disent qu'on va m'arrêter, l'État viendra. Il y a cette peur, il y a cette psychose et c'est réel. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas dédouaner sous leur propre nom. Vous voyez, il y a ce comportement, mais il faut ramener de la confiance. De la confiance. Et il n'y a pas de crédit sans confiance. Ok. Monsieur Maître Pierre David Fidami, nous sommes arrivés presque à l'émission. Je me refuse parce que je suis de la conformité, j'aimerais qu'on soit conforme. Je me refuse le suffixe, si je peux l'appeler, le préfixe, si je peux l'appeler comme ça, de maître. Ok. Parce qu'effectivement, je suis juriste, parce que mon métier concerne les questions juridiques, mais je ne suis pas avocat. Ok. Monsieur Pierre David Fidami, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère que vous allez accepter d'autres invitations potentielles. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de cet échange qui est fructueux. C'est très important à mon sens de partager ce genre d'expérience qui va permettre effectivement un partage de connaissances et informer la population des défis qu'il y a devant eux pour un meilleur pays. Justement, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. FM Echo est en rediffusion jeudi 14h30, mais dans quelques instants, ça sera la grande édition d'information. Restez avec nous.